Je donne la parole au professeur Amadouli. Moi, je suis entre les deux. Venez vous mettre ici, monsieur le professeur. Voilà. Qui va nous prononcer l'éloge funèbre à l'intention du professeur Liliane Kestelot. Merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens à dénoncer le professeur Abdoulaye Mankan qui a volé une partie du film. Il n'a pas dit ce que le père de l'enfant a répondu quand son fils lui a dit que son professeur Hamidou Dia était le meilleur professeur de philo du Sénégal. Le père lui a dit, sauf peut-être, il vient peut-être après le mien. Et le fils lui a dit qui était le tien, il lui a dit Abdoulaye Mankan. Et là, ils ont eu ce contentieux. Hamidou Dia est parti sans qu'il l'ait levé. Mais enfin, bon, l'histoire nous dira quand nous serons de l'autre côté. Merci, professeur Djibril Sam. Merci, professeur Abdoulaye Mankan. Je vais essayer, après avoir salué quelques personnalités dans la salle, d'abord, évidemment, Cheikh Hamidou Kane, doyen, et l'autre, Cheikh Hamidou Kane, général Mamoudou Niang, cousin de Podor, eh bien, professeur Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'enseignement supérieur, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir cette séance, professeur Djibril Samb, encore une fois, et professeur Abdoulaye Mankan, éminent collègue, monsieur Ibrahim Lo, que j'ai vu entrer dans la salle, directeur du livre et de la lecture, qui mérite d'être salué, mon cher maître, professeur Cheikh Fadel Dia, mon cher maître et neveu, monsieur le professeur Mamoussé Diagne, Mamadou Kandji, ancien doyen de la faculté des lettres, que j'ai vu aussi, monsieur le professeur Falilou Ndiaye, représentant personnel de monsieur le recteur, monsieur le professeur Magueye Kassé, chers collègues, professeur Ousmane Sen, directeur du WARC, professeur Ousseynou Kane, professeur Mbaye Thiam, professeur Dembessi, professeur Thierno Diop, je suis obligé de passer par là, monsieur Alphonse Raphaël Ndiaye, avec qui nous étions tout à l'heure à la Fondation Senghor, docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal, monsieur Mahadi Diallo, ancien secrétaire général de l'Université de Dakar, et surtout mon beau-père, grand ami de Cheikh Hamidou Dia, de Cheikh Anta Diop, grand ami de Cheikh Anta Diop. Eh bien, j'avais dit, excusez-moi, cher frère Sader Khan, ma chère sœur Maria Mandoy, directeur du musée Senghor, madame le professeur Jean Lopy Silla, monsieur Madien Ndiaye, ancien directeur littéraire d'ENEA, monsieur Aziz Dieng, vieil ami de Hamidou Dia, mesdames, messieurs, les membres représentants des familles de nos chers disparus, dont notre sœur Chileso et ses sœurs, et Mamadou Sireja, frère de Hamidou. Il y a comme un paradoxe chez Victor Hugo. L'auteur des Misérables a écrit dans ce roman que l'instituteur et l'infirmier, plus généralement donc le médecin et l'enseignant, sont les deux principaux fonctionnaires de l'État. Et ce même géant de la littérature a écrit ces vers fameux que presque tout le monde connaît, ceux qui bravement sont morts pour la patrie, ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Eh bien, Victor Hugo n'a pas tiré la conséquence logique de sa première affirmation. L'enseignant a droit qu'à son tombeau la nation toute entière vienne, se recueille et prie. Nous allons aujourd'hui changer tout cela par cet hommage solennel que le directeur de l'Harmattan Sénégal a eu la généreuse idée d'initier, qu'il en soit félicité et remercié, à la mémoire de trois de nos très regrettés collègues qui nous ont quittés tout récemment, les professeurs Ibrahim Sow, Hamidou Dia et Liliane Kestelot. Les deux premiers nommés, vous l'avez
vécu tout à l'heure ont eu la chance, dans leur malheur, de voir d'éminents professeurs, philosophes, respectivement M. Djibril Samb et Abdoulaye Elimane Kane, des penseurs profonds, unanimement reconnus et respectés, dire quelles furent les qualités de l'un et de l'autre. Les indications d'ailleurs sur la table, n'est-ce pas, montrent bien que ces deux ont accédé à un stade supérieur à celui de simple professeur puisqu'ils sont qualifiés professeurs. Moi, je suis seulement professeur-chercheur, enseignant-chercheur. Eh bien, donc Liliane Questelot n'a pas eu la chance des deux premiers, du moins pour ce jour-ci, étant entendu que partout de par le monde, on s'active à lui rendre hommage dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. En particulier, l'UCAD réfléchit aux voies et moyens d'organiser un colloque international autour de l'œuvre scientifique de Mme Fongan, le professeur Falilou Ndiaye, ici présent, et moi-même et quelqu'un d'autre étant chargé de préparer les termes de référence de ce colloque. À l'impossible, nul n'est tenu, dit la sagesse des nations. Je me sens trop petit et trop démuni pour me hisser au niveau de ces chercheurs et enseignants hors pair. Je me contenterai donc de parler à mon niveau, de parler en littéraire, c'est-à-dire en sentimental. Je ne procéderai donc pas ici à une exégèse de la production intellectuelle de Liliane Questelot. Invité tardivement à cette rencontre et fort pris par ailleurs par d'autres tâches urgentes, je me contenterai de dire quelques mots autour du rôle intellectuel de Liliane Questelot. D'autres collègues auraient pu le faire sans doute bien mieux que moi. Mais nous sommes en Afrique et puisque Guinao Boukimbar, il nous voit l'heure a dit la formule de l'aigle-lièvre à Ndoumbelane. Je la rappelle, je me suis demandé, hériterai-je? Mais il nous voit m'a dit, non, oncle Bouki est l'aîné. Et en aîné, c'est en aîné que je parle ici aujourd'hui, puisque j'ai été le premier à soutenir une thèse de 3e cycle sous la direction de Mme Liliane Questelot avant d'aller vers d'autres, dans une autre direction. C'est donc l'aîné des fils qui s'exprime. C'est d'ailleurs une pratique absolument légitime, le professeur l'a montré tout à l'heure, mais à mon avis tout bien considéré, tristement dérisoire que les éloges funèbres, car ils ne ramènent pas les disparus à la vie. Et si dans l'immédiat, ils peuvent créer des remuements dans les cœurs et dans les esprits, mettre un baume aux âmes peinées par la perte d'un être cher et les consoler, ils finissent inéluctablement, comme toute chose humaine, par se perdre dans le gouffre des jours et des ans accumulés. Un éloge funèbre à Liliane Questelot, à celle qui n'a voulu ni médaille ni diplôme d'honneur, qui a refusé des invitations de grandes institutions étrangères désireuses de la célébrer et qui n'a accepté d'être distinguée par la direction du livre et de la lecture, dont je saluais le directeur, lors de la dernière FILDAC en novembre 2017. Merci donc à Aminata Wane qui en a eu l'idée et au professeur Ibrahim Lo qui l'a accepté la mise en œuvre, qui n'a accepté cela qu'à la condition expresse qu'elle-même n'y viendrait pas. Et déjà un peu après, elle n'a accepté, contrainte et forcée, notre proposition de délocaliser cette cérémonie à la faculté des lettres et sciences humaines pour qu'elle consente à être présente physiquement. Elle n'a accepté cela qu'à la condition que, en lieu et place des discours dithyrambiques, se tiendrait une matinée de réflexion sur un sujet d'intérêt commun aux lettres et aux sciences humaines, et encore que ce serait à l'occasion de la projection du court-métrage de 26 minutes que Madame, je crois que c'est Rokhaya Pouye, réalisatrice à la RTS, lui a fort heureusement consacré, que celle-ci en soit félicitée et remerciée. À ses yeux, aux yeux de Liliane Questelot, et elle me l'a souvent dit, tout cela était assez, pour elle, enterrement de première classe et institutionnalisation,
Sans doute voulait-elle signifier par ces mots l'érection au statut de vieille chose vénérable, alors qu'elle estimait que sa mission n'était pas terminée, qu'elle avait encore beaucoup à apporter et aussi et surtout à apprendre. Elle préférait de loin ce que je lui ai volontiers offert chaque année, depuis qu'elle est à la retraite, et offert plutôt à mes étudiants. Elle venait à une séance de DEA ou de Master 1, Master 2, pour une conférence sur le sujet à l'étude et plus largement sur son expérience des littératures africaines. Mesdames, Messieurs, il faut cependant en passer par là, Liliane Castelot n'étant plus là pour refuser qu'on la loue comme elle le mérite. Dans l'idéal, pour que cet éloge post-mortem à une dame exceptionnelle, selon les valeurs et les critères de notre temps, eh bien, pour que cet éloge post-mortem eût la profondeur et la sombre beauté qu'il mériterait, il aurait fallu deux choses. D'une part, que la destinataire de cet éloge fût une sainte à l'image de Sainte Thérèse d'Avila, ou plutôt, vu le contexte, à l'exemple de Sokhna Adama Aïssé, ou de Sokhna Farwade Wele, ou de Sokhna Diarra Bousso, ou encore qu'elle fût issue d'une grande maison, une de ces dames de haut lignage, telles ces deux reines, Henriette Marie de France, reine de la Grande-Bretagne, et Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, dont Jacques Bénigne Bossuet a déploré la mort dans des envolées admirables de ses oraisons funèbres. Il aurait fallu, d'autre part, que l'auteur du dit éloge eût le talent et le style ou bien de l'aigle de Meaux, donc je l'ai dit, Bossuet, Jacques Bénigne Bossuet, ou de l'un de ces grands poètes chantres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous ont donné ces dames du Sénégal que je viens de citer et qui sont Sékou Oumar Tall, Maodo Malick Sy ou Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. On peut certes voir en Liliane Castelot une sorte de sainte, mais de sainte laïque, à l'instar de Tarou, ce personnage de la peste d'Albert Camus, si on la considère du point de vue de son engagement, de sa générosité et plus largement de son humanisme, et qu'on veut bien tenir en compte que, quant à sa naissance, elle m'a confié, après m'avoir fait promettre d'en garder le secret, que des recherches menées par un de ses oncles, un homme féru de généalogie, ces recherches ont révélé qu'une branche de la famille de Liliane Castelot descend de grandes familles princières d'Europe. Je ne peux être plus précis, mais il existe un ouvrage tiré de ces recherches-là. Hélas, celui qui a en charge de dire cet hommage est bien loin d'avoir les qualités d'orateur de Bossuet. On voudra donc bien accepter les propos qu'il va tenir avec la mansuétude et la bienveillance qui sied en de telles circonstances et considérer qu'en lui, l'intention de bien faire est au moins aussi élevée que le talent est nul. Même si c'est par ses travaux universitaires que Liliane Castelot, née belge, est devenue une personnalité de dimension mondiale, je ne dirai presque rien de ces travaux-là, j'en dirai quelques mots certes, menés sur une bonne soixantaine d'années, depuis la thèse fondatrice devenue l'ouvrage de référence universelle sur les poètes de la négritude, jusqu'à l'ultime appréciation et à la préface d'un recueil de poèmes paru il y a moins d'une semaine et qu'elle ne verra pas. Entre ces deux bornes, il y a une production énorme dans tous les domaines de la recherche littéraire et dont on pourra aisément consulter la liste sur les réseaux sociaux. L'ouvrage dont je parlais est ce recueil de poèmes à tire-d'aile de quelqu'un dont on a parlé, dont le professeur a parlé, Pape Samba Kane, l'auteur de Sabarou Djiné, les tam-tams du diable. Le voilà, il vient d'arriver, il est tout neuf, tout frais. Donc c'est le dernier ouvrage que Liliane Castelot ait préfacé, le tout dernier. Alors, pour dire quelques mots de la vaste œuvre de Liliane Castelot, on retiendra que sa recherche s'est orientée vers 4 axes principaux. D'une part, l'histoire de la littérature africaine, de langue française, poésie et romans d'Afrique noire francophone, romans de langue anglaise par la suite, portugaise et maghrébine. Deuxièmement, la littérature orale, la poésie,
l'épopée, le mythe, les genres dits mineurs, les proverbes chants, etc. Troisièmement, l'édition et l'étude de textes anthropologiques, des contes initiatiques et des mythes tels Kaïdara, tels Koumen, tels Tiamaba, Mitpel et Diodo d'Afrique noire, d'Afrique. Et quatrièmement, des œuvres et études sur Césaire et Senghor. Elle a écrit un, Comprendre Léopold Sédar Senghor, un, Comprendre l'œuvre d'Aimé Césaire. Bien. L'étude initiale, la thèse de doctorat soutenue en 1961 est la colonne vertébrale de cette œuvre de Liliane Kestelot. En effet, l'anthologie de littérature négro-africaine procède de ce travail-là, mais élargie de la poésie au roman et à la nouvelle au théâtre, ainsi que son histoire des littératures de langue française n'est, comme elle l'a elle-même affirmé, qu'une refonte du livre premier, mais ici aussi procédant à l'analyse de tous les grands genres et englobant les littératures anglophones et lusophones. Les textes qu'elle a coproduits avec Barthélemy Kochi, avec Ahmadou Ampateba, avec Bassirou Dieng, avec Barbé et quelques autres, dont une relecture à 3 d'un recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor et l'étude à 2 d'un recueil de poèmes d'Aimé Césaire avec notre collègue Momodouba, et ceux qu'elle a co-traduits, dont l'épopée Bambara de Ségou. Tout cela montre assez que dès les tout débuts de sa carrière de chercheur, Liliane Kestelot a eu le souci de partager et la recherche en équipe, parfois, il faut le dire, à ses dépens. Je vais donc m'appesantir plutôt sur la personne, sur son engagement, sur son amour immense pour l'Afrique et les Africains, et par-delà ces deux études sur l'humanisme de Liliane Kestelot. L'engagement de Liliane Kestelot pour l'Afrique des Africains a été sincère et total depuis le moment où, poussé par le souvenir lancinant d'une enfance heureuse sur le continent et consciente comme par prémonition que les fils de celui-ci allaient, malgré leur situation de colonisés, exploités, méprisés et rejetés, ou même à cause de cette situation, créer une littérature jeune, forte, fière, libre et libératrice, elle a décidé, étant du bon côté, de procéder comme à une sorte de suicide de race, si le concept peut exister, et se faire africaine aux côtés des Africains, parmi les Africains, au sein et au cœur des Africains. D'où le choix d'une thèse portant sur la jeune poésie d'Afrique noire et de la diaspora, et le choix du voyage à Paris au 2e congrès des écrivains Afrique noire à la Sorbonne, boulevard Saint-Michel, et la participation muette aux travaux des ateliers, les rencontres avec les uns et les autres, avec chacun pour poser des questions, remplir des questionnaires, chercher à en savoir le plus possible sur Senghor, sur Césaire, sur Damas, Aline Diop, Frantz Fanon. Et revient du reste sur cet épisode exaltant de sa vie dans un livre d'entretien intitulé « Ces écrivains de la négritude ». Et comme je l'ai rappelé ailleurs, il lui a fallu la foi du charbonnier pour investir sa carrière de chercheur dans une littérature naissante dont tout le monde lui disait que ce n'était qu'une excroissance de la littérature française, une sorte d'enfant bâtard, de ceux qu'on n'exhibe pas à la face de la société quand on avait la générosité, la magnanimité de les reconnaître. C'est cet engagement qui lui a valu en 1968, alors jeune professeur, d'être expulsé de Côte d'Ivoire par le régime de l'époque, qui lui a reproché sa proximité avec les jeunes, les étudiants et le monde ouvrier en révolte contre le système capitaliste en France et dans les pays dits du champ. L'amour de l'Afrique, celui qu'elle a eu pour l'Afrique et les Africains, est celui que l'Afrique a eu et aura encore très, très longtemps pour elle. Le malheur de l'homme, a-t-on dit, est d'avoir été enfant. Pour expliquer que l'on devienne poète, d'où des formules comme le vers paradis des amours enfantines de Charles Baudelaire ou encore le paradis d'enfance de Léopold Sédar Senghor. Cela explique en tout cas cet attachement quasi viscéral
que nous avons pour notre patrie affective. Et là, le souvenir du professeur Hamidou Dia évoquant Djarengil me revient en tête. Eh bien, qui détermine pour une large part notre destin d'adulte. Voilà qui explique notre Liliane Kestelot, qui a passé sa petite enfance et une partie de sa prime adolescence dans l'Est de ce qui s'appelait alors le Congo Léopoldville, qui est devenu par la suite le Congo Kinshasa, puis le Zaïre et enfin la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Elle m'a parlé avec nostalgie de cette région des rives du Kivu, alors un véritable paradis, beau comme le monde du troisième jour de la Bible, prospère et paisible. Et voilà qui explique que Liliane Kestelot est voulue pour couronner ses études en lettres à l'Université libre de Bruxelles, car à l'époque il n'y avait pas d'université au Congo. Eh bien, elle a voulu couronner ses études par une thèse sur la littérature alors naissante. Scandale! Quelle littérature avez-vous dit? L'africaine? Mais elle n'existe pas. C'est là la réponse qu'elle a reçue des professeurs qu'elle a sollicités, jusqu'à la rencontre avec une sommité de la linguistique de l'époque, qui alors s'intéressait à la littérature issue des folklores européens, et Chambre lui-même, qui a accepté l'aventure et le risque éventuel de se déconsidérer aux yeux de certains. Et ce fut évidemment les écrivains noirs de langue française, naissance d'une littérature telle soutenue en 1961 et devenue par la suite un livre, le tout premier consacré à la présentation de la littérature d'une partie noire du continent africain, d'une partie du continent noir, celle où l'on parle et écrit principalement en français, et de la partie antillano-guyanaise de la diaspora noire née du commerce triangulaire. Entendons-nous bien, je parle de la description selon des critères scientifiques en usage dans les institutions universitaires à cette époque-là, car d'autres auteurs ont pu écrire sur l'Afrique et les Africains ou produire des écrits, des romans par exemple, ayant pour cadre l'Afrique, où des Africains occupent une place relativement importante, entre René Maran, André Gide, Albert Londres, François-Victor Equilbec, Robert Cornevin, André de Maison, Pierre Loti et quelques dizaines d'autres encore, peut-être moins non célèbres. Il y a eu aussi Jacques Chevrier qui a écrit une étude, de même que Robert Cornevin. Beaucoup donc d'Européens ont écrit avec pertinence, avec talent, avec amour même, pour quelques-uns, sur le continent et ses habitants. Mais Liliane Kestelot reste le précurseur dans son domaine, celui de la critique littéraire, et la seule qui ait pris position, l'option résolue de revenir vivre sur le continent et d'y travailler jusqu'à la fin de ses contrats et après d'y rester quasiment jusqu'à la fin et d'y avoir enterré son fils et son époux avec le projet de les rejoindre un jour dans le caveau qu'elle a fait aménager dans le cimetière dakarois de Bel-Air. Pour ce point, on sait qu'il n'a malheureusement pas abouti. Nul argument ne pourra expliquer à nos yeux ce revirement des siens, car, on le verra plus loin, jusqu'au bout du souffle de ses narines, elle a voulu revenir ici. Parlons de l'universalisme et de l'humanisme, ce point commun à elle et aux deux grands militants de la négritude, de même qu'à Frantz Fanon, cet homme qu'elle a tant admiré, pour qui elle a nourri une telle amitié, un tel amour, pourrait-on dire, si ce mot ne prêtait à confusion. Elle l'a tellement aimé et admiré qu'elle a donné son prénom à son fils issu de son union avec son second époux, l'Africain, le Camerounais et Sénégalais Fonga. Mais c'est sur la base des idées, de l'idéologie personnelle et des positions éthiques qu'elle induisent qu'il convient de prêter à Liliane Kestelot une adhésion à l'universalisme et à l'humanisme. Rien de ce qui est humain ne lui a été étranger, pourrait-on dire, à juste raison. Elle avait une idée surtout ce qui se passe de par le monde, en Europe, aux USA, au Moyen-Orient, au Proche-Orient et bien sûr, en Afrique. Le sous-développement du continent, la faim, les épidémies, la corruption, les luttes interethniques, les dictatures, tout cela pris ensemble lui était littéralement
un véritable crève-cœur. Et elle aimait en discuter. À chacune de nos rencontres, il y avait, avant l'étude du sujet à l'ordre du jour, quand il y en avait, et c'était très souvent le cas, nous procédions à une sorte de round-up de l'actualité politique, ici même, sur le continent ou ailleurs dans le monde. Et dans son cas, c'était pour déplorer tel massacre, tel bombardement, telle catastrophe climatique. Le contact des Césaire et des Senghor, Rabou Mananjar et autres David Diop ne laisse personne sans quelques séquelles. Dans le cas de cette jeune femme sensible et quelque peu romantique, la séquelle instillée comme par osmose, c'est l'universalisme de Césaire. Césaire, c'est pour la faim, pour la soif universelle, etc. Celui de Senghor, le bantou est un frère et l'arabe est le blanc. Celui de David Diop. Pour seul exemple de l'humanisme de Liliane Castelot, j'appelle à lire dans les actes du colloque L'aventure ambiguë un témoignage sur la condition humaine. J'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, Faculté des lettres du 22 au 24 février 2011. Le seul texte où Liliane Castelot, qui a étudié des dizaines, des centaines d'œuvres poétiques, choisit de parler d'une œuvre romanesque, plus exactement, d'exprimer à propos du héros de cette œuvre, qui est l'aventure ambiguë, ses préoccupations du moment et de toujours à propos des jeunes Africains et de leur avenir dans le monde cruel où ils vivent. Et elle choisit, on ne sait sous quelles mystérieuses impulsions, d'écrire le seul poème de toute sa vie. Et ma foi, elle en a été fort heureuse, si j'en crois le peu qu'elle m'en a dit par la suite. Ce poème, intitulé « En songeant à Samba Diallo », donc j'en parlerai. Voici ce qu'elle en dit, l'analyse de ce poème. La situation de la jeunesse africaine, prise entre deux cultures, l'africaine et l'européenne, a préoccupé fortement Liliane Castelot. Je songe souvent à Samba Diallo, tel est le titre de ce poème. Ces jeunes, avec, je la cite, une déchirure à l'âme, et, je la cite encore, une fissure dans l'esprit. Déchirure à l'âme, fissure dans l'esprit. Surtout, il y a la foule de ceux que rejette le système scolaire et universitaire. Ces jeunes qui vivent un violent choc des cultures, le viol des consciences que commet l'Occident sur eux, avec les torrents d'images déversés par les télévisions. Je la cite. La télévision qui marche du matin au soir et leur envoie au visage pêle-mêle images brutales, chaînes de crimes, danses érotiques, gestes obscènes, paroles glossières, attitudes vulgaires. Elle appelle cela des leçons de contre-éducation. Renforcées du reste par les joujoux brillants de la modernité, citation encore, portables, lunettes, sacs, baskets, n'est-ce pas, symbole de l'avoir, symbole du paraître. Je la cite encore, la sape, le look, le toc, la pacotille, souvenir, n'est-ce pas, du commerce triangulaire. Eh bien, Liliane Castelot explique le recours au maraboutage, professeur, par le dénuement spirituel que génère cette situation et l'aventure de l'exil par les routes océanes. Les Samba Diallo actuels, pour s'en sortir, devront lutter, livrer des batailles épiques de libération, de décolonisation mentale. Elle estime en conclusion que les premiers Samba Diallo ont eu plus de chance que les épigones actuels, car ceux-là ont eu droit à deux éducations, à deux cultures complètes. Ici, ils ont lu, entre guillemets lu, Tcherno, le chevalier, la grande royale. Et en Occident, ils ont appris Descartes, Bergson et Lanfom. Et elle écrit ceci, je la cite, « Et c'est la grande royale qui l'a sauvé. » Qui a sauvé son Samba Diallo. Ce n'est qu'avec les armes de l'Occident qu'on peut lier le bois au bois et vaincre sans avoir raison. Mais c'est en conservant la foi de ses ancêtres qu'on conduira sa vie sur le chemin du salut. C'est sur cette affirmation très senghorienne dans le fond que s'achève ce texte à la fois sombre et annonciateur de lendemain splendide.
Ce poème qui sonne comme un testament moral d'une personne qui sent ses forces décliner et qui croit plus ou moins proche venir la faim, venir la mort, le rendez-vous inéluctable, et aussi, si on le lit convenablement, une manifestation d'un humanisme qui jusqu'à la fin, a habité son auteur, eh bien, qu'est-ce que c'est? Souci de l'autre, souci du futur de la jeunesse d'un pays, d'un continent jeune et démuni, désarmé, en but à l'exploitation et à l'obscurantisme, et indication de la voie de la libération politique et surtout culturelle, intellectuelle et spirituelle. Parce que Senghor a appelé le principe de l'enracinement et de l'ouverture, ce que du reste, l'auteur de l'aventure ambiguë, dans une interview, a formulé autrement. Je cite Cheikh Hamidou Kane, « Mettons le bleu de chauffe de l'Occident, mais après avoir mis nos âmes en lieu sûr. » Je vais conclure. Et pour conclure, je vais avoir besoin, avec votre permission, voyez, je vais avoir besoin de mon... Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Voici ce que je disais, pour conclure, les réseaux sociaux dont les vieilles personnes ont peine à se représenter la vertigineuse profondeur. Les réseaux sociaux dont les vieilles personnes ont peine à se représenter la vertigineuse profondeur et l'infinie richesse des possibilités offrent au moins à ces vieilles personnes, parmi lesquelles je me compte désormais, n'est-ce pas, de converser par écrit en temps réel, comme on dit, pour dire instantanément. Je me rappelle le professeur Sall disant de la salle de conférence de l'université qui venait d'être créée qu'elle n'était pas encore intelligente. Elle l'est devenue par la suite. Eh bien voilà, par les réseaux sociaux, donc, il y a cette intelligence-là. Liliane Kestellotte et moi avons pu, par téléphone et surtout par WhatsApp, échanger sur quelques sujets et jusqu'à 24 heures avant qu'elle ne plonge dans ce coma, le second dont elle n'émergea pas. Ce qui fait que le dernier message que je lui ai envoyé n'a pas reçu de réponse. Du moins, les derniers textes que nous avons échangés, que je garde et qui sont authentifiables, sont-ils la preuve tangible et irréfragable que nous avons été très proches l'un de l'autre ces 2 ou 3 dernières années. Notre ami commun, Mamadou Ba, et quelques autres, dont Mamoussé Diagne, Abdoulaye Liman Kane et Kelvin Sarr, peuvent témoigner. Voici donc ce qui s'est passé sur WhatsApp. J'ai reçu, parmi beaucoup d'autres messages, à la fin de beaucoup d'autres messages, ce message-ci de Liliane Kestellotte. Amadou, est-ce que Pape Kane a bien reçu mon message et bien compris que le texte envoyé doit être placé au début de l'ancien? C'est la préface. Au début de l'ancien, et duquel il faut supprimer les 2 premières lignes. Merci de vérifier. Tout à fait, Liliane, répond Amadou. Il m'a répondu qu'il s'est conformé à tes instructions. Merci pour la compréhension. Je vais essayer de t'envoyer nos échanges, etc. Bon, ce n'est pas important. Chez Amadou, où en est la préface le 21 février? Où en est la préface de Pape Kane? As-tu pu refaire la ponctuation et les corrections? Parce que c'est moi qui faisais tout ça. Ici, les rumeurs tournent autour d'affaires de viol. Les femmes en profitent pour défendre leur cause. C'est très malsain et excessif. On mélange tout. Je préfère encore la politique. À quoi je lui ai répondu, oui, ces histoires de balance ton porc et autres MeToo, cela me fait rire. Dénoncer un viol subi il y a 10 ans, ou une main au panier vieille de 7 ans, c'est ridicule. Bientôt, aucun homme, même hétéro, n'osera seulement regarder une nana. Et qui y perdra? Pour PSK, les modifications que tu as demandées ont été faites. Je vais demander à PSK de t'envoyer une nouvelle mouture, porte-toi bien, Amadou. Mais surtout là, Amadou a RFI ce matin un débat sur la mémoire collective et son inconvénient quand on entretient ou accentue les divisions entre communautés ou nations en conflit. Il y a des faits qu'il vaut mieux oublier si l'on doit vivre ensemble ou en paix.
bon sujet de réflexion. Exemple, l'Afrique du Sud, l'Allemagne. Et puis, je lui dis, oui, j'ai suivi l'émission dont tu parles, c'était très passionnant, de la part d'un juif, même incroyant, qui relativise la Shoah et le culte du souvenir éternel. Courage, tiens bon la rampe, et s'il le faut, reviens au pays où il fait un peu plus chaud que là où tu es. Alors, elle me dit, je suis très fatigué et il fait 0 degré, mes vertiges ne s'en vont pas, ce n'est vraiment pas drôle, je suis bloqué ici. Je lui dis, et c'est la dernière chose que je vous lirai, Mamadouba m'apprend, je l'ai écrit le 27 février, m'apprend que tu es encore retombé dans le coma. Quand je lui dis, tiens bon la rampe, il me dit, merci mon frère, j'essaierai. Alors le 27, Mamadouba m'apprend que tu es encore retombé dans le coma et qu'on a dû défoncer ta porte. J'espère que tu émergeras de ce profond sommeil. Tu m'as promis de tenir bon la rampe et de venir bientôt à ce jury de thèse où nous devons siéger. Il ne faut surtout pas que cette correspondance tombe dans le vide, ma chère sœur et mon maître. Et c'est encore une fois, tu me l'as promis, n'est-ce pas? Je t'envoie un tombereau de soleil, de rayons de notre soleil, qui te manque tant fraternellement, Amadou. Elle n'a pas lu ce message. Si j'avais eu la capacité de problématisation et d'analyse de mes estimés collègues, quelles leçons de philosophie, quelles leçons de vie ne tirerait-on pas de tout cela? Je leur confie la mission ainsi qu'aux autres collègues dans la salle. Je vous remercie.